Bon matin, bonsoir. Petit épisode spécial aujourd'hui. Je suis en compagnie de Adi Kalakesh, scout chez Elite Prospect, scout de la QMJHL ainsi que le repêchage de la QMJHL. Et moi-même, c'est rare que je fais des épisodes vidéo, mais aujourd'hui, on a décidé de faire de quoi de spécial parce qu'il y a un gros événement qui s'en vient dans les prochains jours, le repêchage de la LHJMQ. Bonjour Adi, comment ça va? Ouais, ça va bien. Tu finis ta journée de travail, t'embarques sur un podcast, c'est le fun. On a finalement, on est finalement arrivé au bout de faire ce ranking-là. Puis c'est une nouvelle étape excitante pour Elite Prospect. J'aime ce qu'on fait. Exact. Parce que c'est ça, pour remettre en contexte, en fait, Adi, tu t'occupais déjà de la LHJMQ, mais d'un point de vue repêchage de la LNH. Puis depuis quelques mois, en fait, tu as commencé également à regarder les jeunes espoirs en vue du repêchage de la LHJMQ. Donc des gars nés en 2009 et qui seront éligibles au repêchage de la LNH en 2027-2028. Et depuis quelques mois, j'ai joint Elite Prospects pour te donner un coup de main avec ça. Fait que c'est là qu'on en est. Puis là, on sort notre classement, en fait, un top 50 qui va être disponible sur le site justement d'Elite Prospects avec... En fait, des détails de chacun des joueurs. Là, on a fait des petites descriptions sur chacun des joueurs, mais on a également une panoplie de rapports d'observation de matchs qui sont aussi disponibles sur le site. Qu'est-ce que tu penses, en fait, de cette cuvée-là? C'est quoi ton premier feeling par rapport à ça? Ben, c'est intéressant comme QV. On a beaucoup d'attaquants à deux volets, je te dirais, dans ce groupe-ci. Puis pas autant de défenseurs. Il y en a une coupe au top, mais il y a quand même... Tu sais, je suis habitué d'en voir plus dans les 10 à 20. Puis il y en a moins que ce que je pensais. Fait que ça, c'est intéressant. Mais le talent au top est vraiment légitime. Tu sais, on a un top 5 assez concret, assez fort. Un bon mix de taille, de talent. Tu sais, t'as des gars un peu plus petits qu'on a vraiment aimé cette année. Mais principalement, c'est ça. Il y a des gros gars dans ce draft-ci, c'est sûr. Puis on commence au top là, avec Alexis Joseph. Là, je regarde. On y arrive dans une seconde, mais c'est ça, justement, tu sais, moi, les habitudes du podcast savent que j'aime les gros bonhommes. Tu sais, moi, ça vient me chercher les gros gars. Puis cette année, bizarrement, beaucoup de mes coups de cœur dans le repêchage de la LHJMQ, c'est des petits attaquants. Donc, on va en parler. Justement, parlons du premier, Alexis Joseph, un nom qui va être familier, en fait, pour les auditeurs. C'est un nom de qui on entend déjà parler depuis quelques années. Un phénomène qui aurait possiblement pu être là, joueur exceptionnel, même dans la LHJMQ, je crois. Centre 6 pieds 4 qui a évolué pour le collège Esther Blondin. Parle-nous-en donc un peu de Alexis. Il est spécial. Je veux dire, quand tu penses à un gars de 6 pieds 4 à 15 ans, tu sais, les grands sacs que je suis allé au secondaire avec, il n'y avait pas bien de la coordination, et ça se bumpait partout. Ce gars-là est incroyablement fluide pour sa taille, puis pour son âge. C'est absolument... C'est ce qui le définit, selon moi. Tu sais, c'est un gars qui... Il est capable de faire des jeux rapidement, il est capable de manipuler des rondelles, d'utiliser de la déception pour vraiment maximiser son tir, puis sa manipulation de rondelles. Ça, c'est un gars qui a vraiment beaucoup de talent pour sa taille. Puis c'est quand même exceptionnel comme skill set. Puis c'est pas un gars qui est nécessairement mauvais patineur non plus. Tu sais, il est dans... On l'a raté à 80, moi je pense que ça a de l'allure. Tu sais, il y a un peu de lourdesse un peu dans son patin, oui, mais principalement, tu sais, tu regardes son edge work, tu regardes sa capacité à changer de direction rapidement, d'utiliser des cutbacks pour créer de l'espace. C'est un gars qui a du talent de patin aussi. Fait que, puis ça reste un gars de 15 ans, de 6 pieds 4. Là. Il y a encore c'est ça, du développement devant lui, mais on voit là, justement là, tous ces ratings qu'on lui a donnés. Non, il coche absolument toutes les cases, puis tu sais, c'est un gros centre, c'est ce que les équipes recherchent, même au niveau de la LHJMQ. Moi, ce que j'ai aimé de Joseph, c'est justement, oui, il est grand, oui, il est gros, mais c'est pas nécessairement ce qu'il définit sur la glace. Tu sais, c'est un gars qui est d'abord et avant tout très agile, qui a un bon sens du jeu, il a des bonnes mains, un très bon lancer. Fait que tu sais, il ferait 6 pieds 1, puis je pense qu'on l'aimerait tout autant. Là, fait que... Absolument. Mais ça aide. Ça aide un petit peu. Ouais. Fait que, tu sais, je sais qu'à un moment donné, il y avait des discussions à savoir est-ce que c'était lui ou Scantlebury numéro 1. Mais je pense que toi, ce qui t'a vraiment convaincu, c'est la Q-Cup. C'est là que...
il y avait un gap massif en termes d'efficacité contre les meilleurs des meilleurs de cette QV. Joseph, il n'y avait rien qu'il n'était pas capable de faire, alors que Scantlebury avait un petit peu plus de limites dans son jeu au Q-Cup. On va en parler dans un instant, mais principalement, c'est ça qui a séparé, c'est que Joseph, il fait ce qu'il veut. Quand il décide quand il décide de s'impliquer, quand il décide de faire un jeu, il n'y a pas grand monde. Même Malik l'Italien ne peut pas l'arrêter. Fait que il y a un talent légitime là. Exactement. Parlons-en en fait de James Scantlebury, que moi, écoute, ça a été un de mes coups de cœur cette année, évidemment. Un plus petit joueur, on parle d'un attaquant ici de 5 et 9, 165 livres, mais patin incroyable, une vision, un sens du jeu, tout simplement... en fait, élite pour son âge, là, je pense que c'est un gars, malgré son gabarit, qui pourrait, d'ici quelques années, dominer au chapitre des points dans la LHMQ. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé cette année de Scantlebury? Il est tellement mature pour son âge. C'est un kid qui a toutes les habitudes pour réussir dans la HMQ puis à des niveaux plus élevés aussi. Il joue au centre puis il joue du bon jeu de centre. Il se positionne de façon excellente. Il est capable de prendre des rondelles le long de la bande, les amener au milieu de la glace de façon assez compétente. Au Q-Cup, j'ai vu quelques limitations par rapport à sa capacité à jouer un jeu plus vers l'intérieur. Mais en général, à partir de l'extérieur, c'est surtout contre le niveau qu'elle jouait au CSU 3A. C'est un kid qui était un underager pour ce groupe-là, puis absolument dominé. Tout ce qu'il voulait faire. Il le prenait de l'extérieur. Moi, les games que j'ai vus, là, il était excessivement dangereux autour du filet. Ouais. On va voir comment ça va se transposer justement au prochain niveau. Mais écoute, encore là, outre le gabarit, c'est un joueur qui coche excessivement beaucoup de cases. Ouais. Puis le playmaking est excellent aussi. C'est un joueur qui est capable de trouver des lignes de passe que pas mal personne d'autre dans ce jeu FC peut trouver, à part une couple de gars qu'on va discuter aujourd'hui qui sont dans la première ronde. Mais principalement, c'est ça. C'est un excellent playmaker, un excellent patineur, extrêmement intelligent, extrêmement mature. Même si des fois le physique fait un peu de défaut, la façon qu'il contourne ça est très intelligente. Pour moi, c'est un gars que il a quand même tous les outils mentaux et les outils physiques ils vont l'aider à réussir assez rapidement dans la GMQ. Exact. Puis à cet âge-là, je veux dire, on ne sait jamais aussi quel genre de poussée de croissance que les joueurs peuvent avoir. Il ne serait pas surprenant qu'ils prennent encore quelques pouces. Là. Donc, à suivre. Mais moi, en tout cas, un joueur que j'ai beaucoup aimé. Là, en fait, la question, c'est est-ce qu'il va vraiment sortir au deuxième rang ou est-ce qu'il va glisser lors du repêchage? Là, tu sais, c'est un classement qu'on a fait. C'est pas nécessairement un repêchage simulé. Surtout dans la LHMQ, c'est à peu près impossible là, de prédire qui va sortir où. Donc, ça se peut que Scantlebury glisse, mais en tout cas, pour moi, en termes de talent, c'est le deuxième meilleur joueur de cette QV-là. Absolument, je suis d'accord avec toi. Excellent. Mais il y en a un autre qui n'est pas piqué des verres au troisième rang, c'est Malik l'Italien, défenseur gaucher de 6 pieds 2. Écoute, lui aussi, un gars qui coche excessivement beaucoup de cases, mais je pense qu'est-ce qui saute aux yeux quand on le regarde, c'est vraiment son agilité, son coup de patin. On l'a raté à 95 sur 100. C'est un des meilleurs patineurs de tout le repêchage. Puis je réitère, défenseur 6 pieds 2. Pour moi, écoute, la manière que l'Italien joue, son aisance sur la glace, ses activations, même son côté robuste également, qu'on a aussi raté à 95 sur 100, son maniement de rondelle, tout ça. Écoute, moi, c'est un gars que je vois devenir un défenseur numéro 1 dans la LHMQ. Puis je serais pas surpris qu'il sorte deuxième au total. Là. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de Malik? C'est un monstre. Là. Genre, il y a personne qui est capable de couvrir de la glace comme lui. Il est tellement facilement capable de supprimer des entrées de zone, de jouer sous la ligne du filet, d'être physique le long de la bande. C'est presque imprégné dans son style. C'est extrêmement facile pour lui de faire tout ça. Puis il y a le poise, il y a une certaine notion de passe en sortie de zone, même à partir de la ligne bleue, la capacité à utiliser des délais, des manipulations pour ouvrir des lignes de passe, des lignes de tir. Tu as quand même des aspects offensifs qui vont l'aider à réussir puis à mettre des points dans les GMQ. Pour moi, il y a une chance de finir comme meilleur joueur de ce repêchage s'il est capable de développer un peu plus de manipulation de rondelles, un peu plus d'intelligence. Il y a la capacité, à la fin de la journée, mettons dans 2 ans, quand le repêchage de la LNH s'en vient, d'être le premier à sortir de cette QV.
parmi les joueurs qui sont rankés. Il y a une possibilité. Évidemment, ça vient de la préférence pour les défenseurs, etc. Mais je ne dis pas non à cette possibilité-là. C'est quelque chose que je verrais comme étant possible d'ici 2 ans. Puis c'est ça ce que je me souvenais pas, que je viens d'aller voir. Là, je voulais voir s'il était éligible au repêchage de 2027 ou 2028, mais c'est un 2027 comme Alexis Joseph. Oui. Mais je suis d'accord avec toi que même si présentement Joseph est vu déjà comme l'un des meilleurs joueurs de la QV 2027 pour la LNH, Malik l'Italien pourrait, je crois, lui aussi se faufiler là, dans les discussions. Écoute, il y a les outils, le sens du jeu, il y a tout ce qu'on veut. En fait, pour un défenseur, au minimum top 4, mais je pense que dans la queue, il va pouvoir être un défenseur de première paire et possiblement un défenseur numéro 1 élite. Là. 100%. Excellent. Le prochain, un autre défenseur, Thomas Charbonneau, 6 pieds 1, qui joue pour Shattuck St. Mary's aux États-Unis. Lui aussi, excellent patineur, un gars très robuste. En fait, on l'a coté un petit peu moins robuste que l'Italien, mais je pense que c'est un gars qui va chercher encore plus la violence que l'Italien. C'est un gars qui, justement, il a tendance à beaucoup aller chercher les plaqués en zone neutre. Un gars peut-être un petit peu plus raw, je dirais, que l'Italien, mais qui a lui aussi un excellent potentiel. J'ai beaucoup aimé mes quelques visionnements là, de Charbonneau. Comme je disais, excellent patineur, un gars qui active beaucoup également offensivement. C'est un gars qui va beaucoup supporter l'attaque. Je sais pas, toi, tes observations sur Thomas? Ouais, je veux dire, moi j'ai senti que le sens défensif était un petit peu plus poli que celui de Malik l'Italien. C'est en fait, quand on parle de raw, pour moi l'Italien, c'est justement ça qui fait qu'il y a plus de runway, mettons, que Thomas Charbonneau. C'est que lui, il n'a pas encore développé le sens défensif pur que Thomas Charbonneau il a. La façon qu'il switch d'attaquant à couvrir dans zone défensive, c'est presque parfait. Il est capable d'amener un attaquant avec lui vers un de ses défenseurs pour justement permettre ce switch-là. Il y a vraiment ces détails-là dans sa game qui sont très, très précis, très intelligents. Mais en termes d'atouts sur la rondelle, le puck skills qu'on appelle, c'est vrai qu'il y a un gap entre lui et l'Italien de ce côté-là. C'est aussi pourquoi, pour moi personnellement, le physique est juste un petit peu moins développé que celui de l'Italien. C'est pas en termes de violence pure, parce que ça, Charbonneau, là, autant sinon mieux que l'Italien, mais c'est les détails physiques le long de la bande. Ça, l'Italien, il torche de ce côté-là. Pour moi, Charbonneau, il y a encore du développement à faire de ce côté-là, même s'il est très, très bon. Défensivement, physiquement. C'est un gars qui va amener de l'aspect défensif. Il va monter avec la rondelle, il va créer des jeux. S'il est capable d'améliorer son talent pur sur la rondelle, ça va être une machine. Puis même sans ça, ça va être une machine dans la chimie. Exact. Puis tu sais... c'est des joueurs, c'est sûr, qui ont quand même certains attributs similaires. Puis, tu sais, je regarde justement les tags qu'on leur a donnés, là, comme Fleet of Foot, puis Transition Ace, Hammer. Malik l'Italien, c'est pratiquement les mêmes qu'on a. À la place de Transition Ace, on y a mis Play Killer, mais Transition Ace aurait aussi pu être applicable à Malik l'Italien. Là. 100%. Mais c'est des joueurs là, qui cochent sensiblement les mêmes cases. Puis moi aussi, je pense que Thomas Charbonneau... a un beau potentiel lui aussi pour se développer en excellent défenseur au prochain niveau. Là. Ensuite, le cinquième, on parlait d'un gros top 5. En fait, un qui s'est glissé dans notre top 5 un petit peu plus sur le tard. Je pense que les 4 premiers, là, ça s'est rapidement décidé que c'était eux autres. Ouais. Mais Antoine Provencher, ça a été un de nos coups de cœur là, des dernières semaines. Écoute, Provencher, 6 pieds, joue pour Charlemagne. C'est un attaquant. Lui aussi, c'est un gars qui coche énormément beaucoup de cases. C'est vraiment, lui, en fait, ses outils, son agilité, j'ai beaucoup aimé ses mains, son sens du jeu. C'est un gars hyper créatif. Ouais. On lui a donné en fait le badge de tacticien. Je pense que c'est très applicable dans son cas. Je pense qu'en termes de pur upside offensif, justement, c'était un des bons gars de cette QV-là. Puis qui vient très bien clore, en fait, ce top 5-là. Justement, que je pense qu'il se démarque du reste. Là. Toi, Provencher... c'est un génie. Il approche la game de façon très, très fiable. Il a des excellentes mains. Mais ce qui m'a vraiment sorti aux yeux avec Provencher, c'est son sens du hockey positionnel. La façon qu'il se positionne dans une offensive, la façon qu'il est capable de
d'alterner entre de couvrir la bande versus de sortir de la bande et d'aller chercher de l'espace dans zone offensive. C'est un gars qui est très versatile de ce côté-là. Puis en plus, il y a de l'aspect défensif. La plupart des gars dans ce style-là qui sont extrêmement rapides et intelligents en zone offensive, des fois, ils vont garder leurs efforts pour la zone offensive. Provencher, même si c'est pas le genre de gars qui va courir après des défenseurs sur le forecheck, il est quand même capable de mettre de la pression intelligente, de se positionner comme F3 haut dans la zone offensive pour faire des interceptions comme ça. C'est un gars qui amène cet aspect-là aussi. Fait que pour moi, t'ajoutes le bon patin puis les puck skills qui sont vraiment élevés avec l'intelligence puis avec son développement physique surtout. C'est ça le gros changement qui a fait que Provencher a monté dans nos grades, c'est que il est passé d'un gars qui était assez frêle, assez facile à tasser, à un gars qui est capable d'utiliser une mise en échec d'un défenseur comme momentum pour aller se projeter vers l'avant. Donc ça, j'ai beaucoup aimé ça aussi dans son jeu. Donc c'est un gars vraiment versatile offensivement, puis avec du bon moteur, du bon effort, puis de la bonne intelligence défensive. Ouais, écoute, je pense que lui aussi, là, c'en est un que je vois très bien se transposer justement comme un attaquant top 6 au prochain niveau. Là. Il y a un style de jeu qui va très bien marcher, je crois, dans la LHMQ aussi. Ouais. Ensuite, là, c'est ça. Comme je disais, c'est vraiment là, notre gros top 5. On va en fait continuer à vous présenter les autres. Là, on va présenter peut-être la première ronde. Je pense 18 joueurs. Mais c'est ça, je pense que c'est vraiment les 5 qui se démarquent. Mais les autres sont quand même très bons aussi, là, sont pas mauvais pour autant. Le prochain, justement, peut être une des grosses wildcards, je pense, de ce repêchage-là. C'est Zach Arsenault du séminaire Saint-François. En fait, Arsenault, c'est simple, je pense que c'est un des meilleurs francs-tireurs, sinon le meilleur franc-tireur de toute cette cuvée-là. Un gars malheureusement qui a eu, c'est ça, des blessures. Donc c'est sûr que ça a joué aussi, je pense, dans nos visionnements en fin de saison. C'est un gars qu'à un moment donné, on parlait de lui pour un petit peu plus haut que ça. Mais je pense que, écoute, c'est un gars qui est excessivement talentueux, comme je disais, un excellent manieur de rondelle, un excellent sniper, bon patineur aussi. Puis que, écoute, je pense que il pourrait surprendre puis devenir un très bon producteur de points au prochain niveau, là. 100%. Je veux dire, si je regarde le niveau de talent est absolument élevé. Puis j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé sa capacité à créer des jeux le long de la bande. C'est un excellent fabricant de jeux à partir de la bande. Une fois qu'il arrive en zone, en espace ouvert, dans le milieu de la glace, des fois, il va avoir tendance à plus tirer que passer, mais le long de la bande, la façon qu'il est capable de lire un jeu puis de trouver rapidement une option quand il y a deux gars qui l'attaquent sur le forecheck, c'est phénoménal. Faut juste que le physique se développe un petit peu. Il y a quelques flashs ici et là qui ont paru à la Coupe LHGMQ, mais c'était pas assez constant à mon goût. Fait que c'est pour ça qu'il finit hors du top 5, alors qu'il y a du talent en top 5. Il est extrêmement bon. Ouais, je suis d'accord. Puis ça, je pense que, en tout cas, difficile de prédire où c'est qu'il va sortir. Là. J'imagine qu'il risque de sortir dans ce range-là quand même. Mais je pense que c'est le genre de gars qu'au prochain niveau, là, il pourrait devenir un très bon producteur de points et remplir le filet. Absolument. Le prochain, c'est Louis-Étienne Allé, un attaquant de 6 pieds 3 qui évoluait à Saint-Eustache. Écoute, Allé, gros gabarit évidemment. Je parlais de Zach Arsenault comme étant un des meilleurs francs-tireurs, sinon le meilleur franc-tireur du draft, mais je pense que Louis-Étienne Allé aussi se doit d'être dans la conversation. En fait, on a raté son shooting même plus haut. Je pense que c'est lui qu'on a mis le plus haut à 95 sur 100. Mais Allé est également capable de passer la rondelle. C'est également un gars qui est capable de jouer défensif. C'est un gars qui est très, très, très complet. La seule lacune avec Allé, c'est son coup de patin, que mécaniquement, il y a encore du travail à faire, mais je pense qu'à cet âge-là, surtout à cette taille-là, il y a encore possibilité, en fait, de travailler ça, puis il pourrait se développer en très bon joueur de top 6 au prochain niveau, qui amène autant jeu défensif, jeu physique que énormément d'attaques. Ouais, c'est sûr. Surtout, je te dirais que physiquement, il a l'air assez développé. Donc, l'addition de muscles, je pense pas que ça va beaucoup aider, mais s'il est capable de rentrer dans un programme de développement où est-ce qu'il est capable de développer ce patin-là, c'est parce que là, Louis-Étienne Allé, il y a beaucoup de séquences dans son jeu où est-ce qu'il finit par défaut un peu de finir par passer la rondelle à la pointe, à utiliser le cycle le cycle offensif pour un peu se libérer de pression.
à cause que ses pieds sont trop lourds pour pouvoir échapper rapidement à un joueur le long de la bande ou en coupant de l'autre côté, mettons, en zone offensive. Fait que si ce gars-là développe son patin, puis ça devient une force, il n'y a rien qui va l'empêcher de marquer dans la GMQ, puis il va se placer en excellente position pour être drafté très haut au niveau de la Ligue nationale, parce que la taille est là, le tir est absolument phénoménal, puis une excellente vision de jeu, il est très, très, très intelligent. Puis encore, comme tu as mentionné, il y a de l'aspect défensif aussi. C'est un gars vraiment versatile. Fait que tu ajoutes un patin fort à tout ce qu'il fait en ce moment. Ses bonnes mains vont pouvoir flasher encore mieux. Son tir va pouvoir le bénéficier encore mieux parce qu'il va être capable d'accéder au milieu de lui-même à la place de faire une passe à la pointe, se repositionner puis d'espérer une passe. Il y a du runway avec Hollis qui est très prometteur pour un gars de 6 pieds 3 avec le tir qu'il a. Oui. Je suis d'accord avec ça. C'est ça, je pense vraiment, lui, s'il peut améliorer son patin, ça va vraiment le transformer comme joueur. Puis tout le reste est déjà très bon. Donc, c'est un gars, lui aussi, qui pourrait surprendre. Ensuite, Quinn Norman, un autre défenseur. Défenseur de 6 pieds, j'allais dire 6 pieds 5, 6 pieds 0.5, donc pas tout à fait de 6 pieds 1, mais lui aussi, un peu à l'image là, de Charbonneau et de l'Italien, un magnifique patineur, excellente fluidité et mobilité latérale. Peut-être pas le même upside ou sens du jeu offensif que les autres, mais ça reste un gars qui a sa place dans le top 10, je crois. Donc, parle-nous-en de Quinn Norman. Ben, t'as fait le tour, c'est un excellent patineur. C'est une machine quand ça vient à surtout échapper à de la pression sur le forecheck. En récupération de rondelle derrière son filet, la façon qu'il est capable d'ajuster ses pieds rapidement pour pouvoir échapper à une vague de pression, puis ensuite accélérer rapidement pour s'en débarrasser d'une deuxième. Il enchaîne ça très, très bien en récupération. La prochaine étape, c'est d'ajouter un peu plus de range offensif en termes de passe, parce qu'une fois qu'il a échappé à ça, la plupart du temps, après avoir échappé à cette pression-là, il fait une passe simple. Puis ensuite, il suit lentement le jeu vers la zone offensive, mais il est le premier à revenir si quelque chose arrive. D'explorer un peu plus ce côté offensif-là, ça va être clé dans son jeu. Mais tu ajoutes à ça l'aspect physique aussi. C'est pas un gros frappeur, mais c'est un gars qui est capable de gagner ses batailles. Puis... Oui, il gagne ses batailles, il fait ce qu'il faut. C'est un gars qui est assez intelligent défensivement aussi. Bon bâton, il utilise son patin de façon très intelligente pour défendre les entrées de zone. Fait qu'il y a beaucoup d'aspects dans son jeu qu'il est capable de contrôler bien. Faut juste qu'il ajoute un peu plus pas juste de créativité, mais de dare. Je ne sais même pas comment le dire en français. Il faut qu'il ose un peu. Oser un petit peu plus. Parce qu'en ce moment, il y a vraiment plus un profil shutdown excessivement mobile, mais tu sais, il y a les habilités, il y a les soft skills pour peut-être justement explorer un petit peu plus ce côté two-way-là. Mais tu sais, encore là, ça reste des gars de 15-16 ans, donc ça peut se développer, ça peut venir, mais écoute, Norman, genre de gars que justement il pourrait exploser un petit peu plus encore. Là. Absolument. Alright. Écoute, ça va vite. On achève déjà le top 10. Le prochain, c'est un profil un peu différent. Parce qu'en fait, là, on a vraiment été dans les gars de talent et qui avaient également un bon gabarit. Là, on tombe dans un noyau de joueurs, que soit c'est des joueurs excessivement talentueux, mais petits, ou des joueurs très complet avec un bon gabarit, mais peut-être un peu moins justement de soft skills. Puis je pense que Benjamin Veitch, justement, peut rentrer dans cette catégorie-là. Centre 6 pieds 2. Écoute, un gars qui a quand même là, des bons atouts offensifs, mais je pense que c'est vraiment la maturité là, dans son jeu qui... Je dirais que de mon côté, pour Benjamin Veitch, ce qui m'a le plus sorti, justement, c'est le maniement de rondelle. Okay. C'est un gars que... Moi, j'ai peut-être moins vu dans les games que moi j'ai vu. Là. C'est ça. Mais à la Coupe et la GMQ, là, c'était pur talent. À chaque shift, il essayait tout. C'était absolument ridicule ce que j'ai vu de sa part de ce côté-là. Les flashs sont là, sont excellents. Il est capable de se débarrasser d'un joueur le long de la bande puis d'attaquer les pieds d'un autre, pas mal dans le même mouvement. Il se rend au filet, backhand, forehand, il essaie des affaires. C'est un gars qui a quand même du skill, du talent. Je dirais que c'est le dernier avant le début de la bâche parce que c'est un bon mix des deux pour moi. Puis justement, moi, ce que j'ai pas tant aimé dans sa game, c'est son effort défensif. C'est un gars il est intelligent, il est très, très, très intelligent, puis quand il s'applique, il est capable de le faire. Il lit bien le jeu, mais ensuite, l'effort ne suit pas.
Du côté défensif au moins. Offensivement, les deux se combinent très bien. Il y a de l'effort. Il frappe fort sur le forecheck. Il adore ça, être physique, être agressif. Il manque juste un peu plus de discipline défensive, je dirais. Pour moi, c'est l'affaire qui lui manque dans son jeu. Ben écoute, c'est encourageant ce que tu dis de lui offensivement, puis évidemment, on a raté ses mains quand même très, très haut dans cette QV-là. C'est toute une question, en fait, c'est quoi les games qu'on a vus? Moi, dans les games que j'ai vus, il me semble que c'était un gars qui était très actif sur le forecheck, mais peut-être un peu moins de soft skills. Mais écoute, s'il a flashé ça à la Q-Cup, c'est excessivement encourageant, là. Il n'a pas juste flashé ça, il était le meilleur en termes de maniement. Écoute, il y a rien qu'il n'a pas essayé. C'était absolument débile. À un point, c'était rendu trop. À un moment donné, il exagérait un peu, mais c'est vrai, c'est une vraie machine. C'est le genre de place pour ça. Exact. Même, on était au Meltdown la semaine passée, puis il y a des joueurs justement qui jouaient un jeu très mature, mais que j'aurais aimé des fois, m'en dire un peu plus, surtout pour les All-Star Games, là. C'est une All-Star Game, là. Genre, amuse-toi, là, les défenseurs qui jouaient comme trop shutdown. Non, montre ce que t'es capable de faire offensivement. T'as des scouts dans la place, là. Vas-y, là. C'est le temps d'explorer 100%. Exact. Fait que, ben écoute, tant mieux si Veitch a montré ça dans les matchs contre les meilleurs de cette QV-là. Avais-tu quelque chose à rajouter sur lui? Je te dirais juste, peut-être le patin a besoin d'un peu de travail, mais une fois qu'il atteint sa vitesse, c'est l'accélération son problème. Une fois qu'il atteint sa vitesse maximale, elle est assez bonne. Il est capable de déborder des défenseurs le long de la bande, etc. Mais les 3 premiers pas, ils ont besoin d'un peu plus de travail. OK. Bon, excellent. Mais bref, un gars avec des outils excessivement transposables, là, c'est un gars qui va jouer, là. Ensuite, je pense de nos coups de cœur, Nolan Héroux. Justement, je parlais des attaquants très talentueux, mais au plus petit gabarit. Héroux à 5 et 9, partenaire de jeu, en fait, de Alley, de qui qu'on parlait tantôt. Écoute, excellent patineur, un gars... écoute, on a mis le tag évasif. Je pense que c'est vraiment ça avec Héroux, là. Écoute, c'est un gars qui est dans le tapis, mais qui est très crafty, justement, très fort pour évader justement la pression et tout ça. Excellent passeur, manieur de rondelle également. Mais évidemment, pas le plus gros. Le côté robuste, le côté physique, le côté force, évidemment, c'est quelque chose qu'il va devoir travailler. Mais je pense qu'en termes de pur talent offensif, moi, c'est vraiment dans les joueurs qui m'ont tapé dans l'œil cette année, là. Absolument. Puis pour moi, Héroux, c'est un gars qui va réussir au prochain niveau. C'est pour ça qu'on l'a rated aussi haut. La projection n'est pas tant difficile. C'est pas un gars qui va nécessairement se mettre dans des situations où il a besoin de son gabarit. C'est un gars qui va échapper rapidement à des jeux, qui va faire des jeux de passe rapides, va jouer entre les mises en échec, va jouer entre les défenseurs, puis trouver de l'espace comme ça. Puis tu sais, des touches très, très rapides, très intelligentes. Fait que tu sais, c'est un style qui fonctionne bien avec son gabarit. Il n'y a pas un disconnect de ce côté. Il y a beaucoup de joueurs dans cette QV qu'il y a quand même une déconnexion assez considérable entre leur gabarit, leurs atouts et leur style de jeu. Pour moi, Héroux, les deux correspondent très très bien, puis c'est pour ça qu'il est 10e là, sur notre ranking. Excellent. Le prochain, Maxwell Branton, centre 6 pieds qui jouait dans la région de Toronto. Un gars très well-rounded, mais moi, c'était son sens du hockey, en fait, qui m'avait principalement tapé dans l'œil lors de mes quelques visionnements de lui. C'est pas le gars que j'ai le plus visionné, en toute honnêteté. C'est dans les premiers gars que j'ai vus quand on a commencé à faire ça, mais j'ai pas eu la chance de tant retourner le voir dernièrement, fait que c'est plus loin dans ma tête, mais je vais te laisser en parler de Branton. Ouais, je veux dire, c'est le premier d'une grosse batch d'attaquants défensifs qu'on a dans ce repêchage-ci. Puis pour moi, c'est le principalement parce que l'aspect physique est absolument là. Puis le sens du hockey positionnel est absolument excellent. C'est un gars qui est capable de supporter un fabricant de jeu avec sa capacité à trouver de l'espace dans zone offensive, de se libérer dans des espaces, mettons dans l'enclave, etc. Mais il est aussi capable de supporter un tireur
à cause de l'espace qu'il crée avec ses routes en zone offensive, les patterns qu'il utilise pour atteindre le filet, pour attirer des défenseurs vers lui, pour libérer de l'espace pour des coéquipiers, ça va bénéficier aussi des tireurs avec lesquels il va jouer. Fait que c'est un gars que il n'y aura pas juste son... Tu sais, mettons, Nolan Héroux, il a besoin d'un tireur un peu plus compétent, mettons, un gars comme Halley pour réussir. Maxwell Brenton, tu le places avec n'importe qui, puis ça va élever le skill set de peu importe qui joue. Même si le talent brut n'est pas autant là qu'un gars comme Héroux, c'est un centre excellent. Puis c'est un gars qui les joue extrêmement bien. Fait que pour moi, il y a un gars qui projette au centre aussi, oui. Je crois. Là. Absolument. Excellent. Ensuite, Fenwick McLean. Écoute, je pense que je ne l'ai pas vu McLean toutefois. Fait que lui, je vais te laisser en parler. Absolument. Il est un peu dans le même moule à Maxwell Brenton. Peut-être un peu moins physique, puis un petit peu moins de skills purs. Mais il est capable de tirer, il est capable de trouver des espaces dans une offensive. Il marque beaucoup de ses buts autour du filet. Puis il y a le même moule de un gars très, très, très intelligent qui est capable de lire le jeu, qui joue au centre, qui projette comme centre au prochain niveau. Puis qui améliore le skill set des joueurs à qui il joue. Fait que c'est pas un gars qui va torcher, qui va aller de bord en bord, mais positionnellement, tu pourras pas trouver un joueur plus compétent, plus mature et plus responsable loin de la rondelle qu'un joueur comme Fenwick McLean. C'est un gars très, 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 très mature. Puis encore une fois, dans cette batch d'attaquants en 2 volets, puis de joueurs offensifs qui ont une projection un peu plus difficile, un gars aussi certain que McLean, pour moi, c'est un gars qui va minimum jouer 2e centre au prochain niveau. Il y a certainement la compréhension du jeu pour ça, surtout si le talent s'améliore puis il trouve sa niche, soit comme marqueur ou comme fabricant de jeu. Il y a du gros upside ici avec McLean, mais tu as quand même l'aspect certain d'un gars qui va absolument jouer sur son piqué, qui va absolument jouer dans des situations défensives, qui va te gagner des mises en jeu en zone défensive, très très important. Très, très. Ouais. Un gars qui, en partant, joue au centre, fait 6 pieds, bon patin, excellent sens du jeu, c'est excessivement transposable. Puis tu sais, je comprends, c'est peut-être pas l'upside offensif de certains joueurs plus talentueux qui vont s'en venir, mais tu repêches un gars qui va jouer dans ton équipe, qui va être une partie importante, fort probablement, en fait, de ton équipe si tu fais une bonne run en série. Là, en fait. C'est le Caleb Desnoyers de ce draft. Excellent. Ouais. Le prochain, Émeric Nolette Robidoux, qui joue à Saint-Hyacinthe. Mais avant de parler de Robidoux, juste petit rappel, Elite Prospects, site avec évidemment toutes les stats que vous connaissez, mais aussi les rapports de match. Si vous voulez en apprendre plus justement sur ces joueurs-là, Adi puis moi, on a publié une tonne de rapports de match sur ces joueurs-là. Donc, vous pouvez aller consulter ça. Même chose pour le repêchage de la LNH. On a, écoute, je sais plus combien de rapports, mais ça n'a juste pas de bon sens là, en vue du repêchage de la LNH. Mais ça prend l'abonnement EP Premium. Mais les gars chez Elite Prospects sont bien chum. Ils vous offrent 30% de rabais sur votre abonnement annuel avec le code promo BLG30 pour briser la glace 30. Fait que si ça vous tente d'aller lire ça, vous savez quoi faire. Puis en plus, ça vous donne accès à toutes sortes d'affaires, dont des filtres avancés, mais aussi le guide du repêchage de la LNH, qui est le meilleur guide sur le marché. Puis tu sais, je dis ça honnêtement, pas parce que je suis pour EP, là, je veux dire, ça fait des années que j'achète moi-même ce guide-là, mais avec l'abonnement EP Premium, vous l'avez gratuitement, fait que c'est pas piqué des verres. BLG 30. Revenons à nos moutons. Émeric Nolette Robidoux, attaquant de 6 pieds 1, comme je disais, qui évoluait à Saint-Hyacinthe. Un autre joueur que le patin a besoin, en fait, de travail mécaniquement là, au niveau du patin, c'est pas toujours évident, sauf qu'en termes vraiment de skills, de soft skills, moi c'est un des joueurs que j'ai vraiment aimé cette année. Gars qui a un très bon lancer, un sniper comme qu'on l'a classé ici, mais moi c'est ses mains que j'ai quand même aimé dans plusieurs de mes visionnements. Fait qu'un gars qui a un bon gabarit à 6 pieds 1,
Puis justement, là, un gars autant capable de passer que de tirer est capable de déjouer aisément, mais c'est ça. Le patin est peut-être ce qui le ralentit présentement. Puis c'est pourquoi il a un petit peu glissé dans notre classement. Parce que s'il y avait eu un patin à 80, il aurait été dans notre top 10. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Là. Pas juste top 10 non plus. Là. Il y aurait... Écoute, pour moi, c'est la version Sheen de Louis-Étienne Hallé. Très similaire en termes de style de jeu. Je dirais que Noël Robidon a un petit peu plus de meilleures mains. Puis sa plus haute vitesse est quand même assez bonne. C'est juste c'est l'agilité, c'est la mobilité latérale, la capacité à échapper rapidement, à accélérer. C'est un peu plus un problème. Mais overall, en ligne droite, je pense qu'il s'en sort quand même bien. Là. C'est ça, exact. Il se débrouille bien en ligne droite. C'est juste... Pour un gars comme ça va être très important de pouvoir bouger latéralement un peu plus de façon compétente. Mais tu parles du tir, tu parles de la manipulation de rondelles. Il y a quand même un bon sens du jeu en termes de passe. Il y a une bonne base de skills là, similaire à Hallé. Puis c'est un gars, je te dirais, avec un penchant un petit peu plus physique, au moins de ce que j'ai vu à la Coupe et la GMQ. Il n'hésite pas à aller le long des bandes, à tenter de gagner des batailles. Il lance son corps à gauche puis à droite. C'est un gars compétent de ce côté-là aussi. Fait que c'est un skill set assez arrondi. Le sens du hockey, il est là en flash. Tu le vois des fois dans ses passes. C'est quelque chose qu'il pourrait développer, mais surtout le patin. Le patin, c'est la priorité de moi. Puis je pense qu'en même temps aussi, si justement ton patin ne te permet pas de créer tout le temps de la séparation et tout ça, mais c'est dur aussi de montrer un sens du jeu qui est supérieur aux autres aussi. Là. Je pense que tout ça est un peu interrelié. Là, donc... Ben, tu sais, les pires patineurs de la GMQ, c'est soit des excellents penseurs ou c'est des monstres physiques à la Clément Landry qui vont juste détruire tout ce qui bouge. Fait que, tu sais, il faut que trouve une niche, puis il y a certainement l'aspect physique pour se pencher de ce côté-là, mais ce serait un peu plate, ce serait un peu dommage s'il devient un checker, parce que le style, il y a le talent pour être plus que ça. Donc, de bénéficier de ça, d'améliorer son patin, puis d'améliorer son sens du hockey avec son patin, parce que les deux se travaillent en conjonction la plupart du temps. Ça va être une bonne clé pour son développement là, en tant que joueur élite de la GMQ. Oui, parce que je pense que c'est ça. Sinon, il y a les outils, il y a les atouts pour évoluer 100%. Sur un top 6 dans la queue. Ensuite, Zachary Horvat-Edouard. Moi, honnêtement, un de mes coups de cœur, je pense, cette année, mais 5 pieds, 7 pouces, un attaquant. Écoute, moi, du moins dans les visionnements que j'ai vus, ça a été dans les très bons fabricants de jeux du draft. Écoute, évidemment, le gabarit, ça le limite et ça pourrait le limiter peut-être aussi au prochain niveau. Quoique dans la queue, il y a des gars de ce gabarit-là qui ont eu excessivement beaucoup de succès. Mais écoute, le patin, il est bon, le sens du jeu est très bon, mais c'est ça, le maniement de rondelles puis son jeu de passe. C'est un gars que j'ai trouvé excessivement créatif, une très bonne vision, en fait, capable de repérer des lignes de passe que peu de joueurs pouvaient voir. Moi, écoute, c'est un gars que je crois il est capable d'avoir du succès là, malgré justement son 5 pieds 7 pouces. Là. Absolument. Puis pour moi, c'est pour ça qu'il malgré le fait qu'il est 5 pieds 7, 159 livres, on l'a classé à 60 pour le physique, ce qui n'est pas pire pour un gars de cette taille-là. C'est parce que son compete est absolument ridicule. Là. C'est un gars c'est un bon point. Écoute, j'ai écouté moi des games de série, puis il se faisait... tu sais, l'autre équipe, elle essayait de le sortir de sa game. Là. Je pense que tu veux essayer de le sortir de sa game parce que c'est une grosse partie de son équipe, mais il a jamais mordu, puis écoute, même il brassait un petit peu après le sifflet et tout ça, il se laissait pas intimider, puis il jouait excessivement intense. Moi, j'ai adoré ça. Absolument. Puis moi, je suis un gros fan aussi. Fait que je suis très content qu'on ait pu le glisser dans notre top 15. C'est un gars qui le mérite. Là. Il travaille assez fort, puis il est assez intelligent, puis il est assez compétent en termes de passeur pour avoir une niche comme joueur de top 6 dans la GMQ, selon moi. Oui, on va juste espérer qu'ils prennent un petit 5 pouces dans les prochaines années. Mais non, très, très, très beau joueur. Si votre équipe le repêche, je pense que vous allez l'aimer. Mine de rien, on est déjà rendu au 15e. Mais le prochain aussi, je pense que c'est un joueur qu'on a tous les deux beaucoup aimé. C'est Cameron Hay. En fait, moi, Hay, ce que j'ai beaucoup aimé...
en fait, c'est son moteur. C'est un gars que j'ai trouvé très intense, très projetable, en fait, au moins sur un rôle de bottom six au prochain niveau, mais qui a montré quand même des très beaux atouts offensifs que je crois qu'il pourrait même avoir un petit peu plus que ça. Puis tu sais, là, je le vois classé, c'est ça, 5 et 10. Moi, dans ma tête, il était plus gros parce qu'il a l'air de jouer un petit peu plus gros que ça aussi, du moins dans les games que j'ai vus. Là. Mais c'est un gars très well-rounded. Toi, c'est quoi tes observations sur Hay? J'ai vraiment aimé l'intensité puis la capacité à juste transporter des rondelles vers la zone offensive de façon très confortable. Tu sais, c'est un gars qui va apprendre graduellement à manipuler latéralement, à décélérer, à accélérer, de créer comme ça en modulant son pace. Mais en général, c'est un gars qui a le talent pour être un joueur très, très compétent dans la GMQ. Surtout quand tu regardes la combinaison de gros tirs, il joue physique, il joue fort, il joue intense, puis il est capable d'attaquer les pieds des défenseurs là, très confortablement. Il n'a pas l'air d'hésiter ou d'être gêné quand il transporte la rondelle. C'est un gars confiant dans ses atouts. Ça se transpose très bien sur la glace. Ça va se transposer très bien dans la GMQ, selon moi. Excellent. J'ai rien à rajouter. 16e, Loïc Gariepi, centre 5 et 11, qui jouait à Saint-Eustache lui aussi. Il y a beaucoup de gars de Saint-Eustache là, qui sont. On en a 5, man. Dans le top 50. Ouais, c'est ridicule. 3 dans la première ronde. C'est quand même fou. Ouais. Puis il faut dire, c'est ça, les rondes sont plus courtes que dans la LNH. Ouais, écoute, Gariepi, c'est ça. C'est pas le plus gros, mais à 5 et 11, c'est quand même vraiment pas un problème. Mais lui aussi, là, c'est un gars que j'ai aimé son intensité. C'est un gars qui coche beaucoup de cases, mais c'est un gars qui est intelligent, qui est intense. J'ai aimé sa créativité également. C'est un gars, en fait, que tu peux le mettre dans plusieurs rôles, puis ça va fonctionner. Là. Mais toi, Gariepi, je pense que c'est vraiment un des gars que tu as beaucoup aimé, je me trompe-tu? Ouais, quand même. J'ai vraiment aimé son intensité, son intelligence. C'est un gars qui essaie vraiment d'être le meilleur joueur sur son équipe à chaque chiffre. C'est difficile quand tu joues avec Héroux puis Halley, tu sais. Mais il essaie quand même. Son sens du hockey, il est beaucoup plus là du côté défensif. C'est un gars qui a des très bonnes mains, mais principalement c'est différent de Cameron Hay, où est-ce que Cameron Hay, tu sens qu'il va développer le patterning offensif, où est-ce qu'il est capable d'amener des pucks au milieu, de décélérer, ensuite de réaccélérer pour se débarrasser d'un défenseur. Gariepi, c'est un gars qui va vraiment attaquer en ligne droite. Il est intense, il patine bien, mais c'est principalement son intensité qui fait qu'il est capable de fonctionner comme qui est. Mais c'est un gars qui va gagner des mises en jeu, qui va jouer défensivement, qui va faire les petites choses bien. Puis qu'il y a un certain aspect de talent qui vient backer cet aspect plus mature là. Ouais, ben écoute, moi, c'est sûr, on n'a pas vu les mêmes games, mais moi, les games que j'ai vus, ce que j'ai aimé, c'est justement, j'avais l'impression qu'il se passait de quoi à chaque fois qu'il était sur la glace. Ouais. Fait que, ouais, moi, c'est un gars que je vois très bien dans un milieu d'alignement au prochain niveau. Puis s'il réussit à améliorer justement peut-être encore certains de ses aspects de soft skills et tout ça, peut-être que le plafond est encore plus haut. Mais c'est un gars qui est très transposable. Parfait. Donc, je suis complètement d'accord avec ça. Je pense qu'il va être un très bon centre dans la GMQ. Au 17e rang, on a Mark McPhee qui jouait à Moncton, 5 et 8. Écoute, j'ai juste vu une game de McPhee, mais pour moi, c'était vraiment son jeu défensif qui m'avait sauté aux yeux lors de cette game-là. Pour moi, c'était un des meilleurs attaquants défensifs de cette cuvée-là. Je pense que tu l'as vu plus que moi. Là. Je vais te laisser peut-être en parler un peu plus. Ouais, j'ai principalement vu son tournoi à Monctonian de AAA. C'est vraiment là qui a le plus brillé, selon moi. C'était de loin le meilleur joueur dans ce tournoi-là. Puis il jouait avec des 2007 et 2008. Là. C'était pas juste son groupe d'âge. Excellent penseur de jeu. Il est capable de vraiment voir le jeu, d'anticiper, de prédire ce qui va se passer. Très, très mature en termes de décision défensive, en transition, en zone offensive.
C'est un gars qui est capable de dominer les 3 phases, même si c'est pas le plus gros gars. Il a quand même un bon moteur. Il est capable de protéger une rondelle. J'ai été surpris de le voir classé à 5,8, mais tu sais, évidemment, les dimensions des Mais je peux te dire qu'il l'est quand même. Ouais. Il est au maximum 5 pieds 9. Je veux dire, il est pas tant grand, mais il est vraiment compétent. Puis, parce que moi, il n'avait pas été dominé ou quoi que ce soit là, physiquement durant cette partie-là. Là. Ouais. Mais ouais, vas-y. J'allais juste dire, en fait, c'est un gars qui, surtout offensivement, tu le vois, son intelligence offensive. Puis moi, j'étais vraiment surpris à quel point il est capable d'échapper à des mises en échec. C'est ça qui a fait qu'encore une fois, c'est un gars plus petit, mais son physique est à 60. C'est parce que c'est un kid qui il est tellement bon en termes, tu sais, on parlait tantôt d'Antoine Provencher, puis le fait qu'il a développé la capacité à utiliser des mises en échec pour se propulser. D'utiliser du momentum à travers la mise en échec. Mark McPhee, c'est sa spécialité. Il est tellement bon pour faire ça. Donc, c'est un gars que j'ai vraiment, vraiment adoré, surtout son tape de ce tournoi-là. Évidemment, le tape pour cette ligue-là, le New Brunswick PEI, c'est pas tant facile à trouver, mais on a fait avec ce qu'on avait, puis on a fait avec 3-4 rapports de match sur lui, puis il était tout très bon. Fait que, ouais. Excellent. Puis là, pour conclure la première ronde, on a un Québécois, Déric Lemaire, qui a joué à Magog. En fait, je pense Lemaire, en termes vraiment de potentiel offensif, aurait pu être quand même beaucoup plus haut sur cette liste-là. C'est un des gars très talentueux dans cette cuvée-là. En zone offensive, écoute, un bon manieur de rondelle, un bon tireur également. Certains points d'interrogation, en fait, que le nombre de visionnements qu'on a eu ne nous a pas permis de répondre à toutes ces questions-là. Mais c'est le genre de gars, je pense, surveillez-le. Dans les prochaines années, il pourrait justement exploser. Toi, Lemaire, qu'est-ce que tu as vu dans les games que tu as checkés? Écoute, quel game? Ça dépend vraiment. L'inconstance est là, c'est sûr. Puis ça vient aussi avec le patin un peu plus mécaniquement flou. À développer. Oui, c'est sûr. Puis c'est vraiment, tu sens vraiment une différence entre le début de ses shifts et la fin de ses shifts. Moi, perso, je pense que c'est une question non seulement de son patin, mais le fait que son patin gaspille beaucoup d'énergie. Fait qu'il n'est pas capable de soutenir cette énergie-là à travers un shift, une game. Ce qui fait qu'on a des résultats un peu plus inconstants. Mais quand il est sur sa game, Déric Lemaire est capable de faire des feintes absolument incroyables. Il a un excellent tir. Mais c'est juste d'utiliser ça plus constamment, d'améliorer un peu sa constance générale de game en game. Parce qu'il y a des games où est-ce qu'il disparaît. Il y a des games où est-ce qu'il paraît juste pas. Moi, à la Coupe et la GMQ, honnêtement, je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Puis on parle d'une game où est-ce que tu as 20 gars de chaque bord qui sont très bons, qu'il faut qu'on regarde. Puis je le cherchais et je ne le trouvais pas. Fait que ça, malheureusement, il n'a pas shiné dans les moments où il aurait dû. Il fallait, c'est ça. C'est ce qui impacte un peu, c'est ça, son rang. Mais d'un autre côté, tu sais, moi, dans les games que j'ai checkés, il y en a une que j'ai checké que c'était un clair talent top 10. Là, donc, même chose ici. Ouais. Donc, à suivre dans le cas de Déric Lemaire, mais c'est pour ça qu'on l'a gardé dans notre première ronde. Je pense que le talent est vraiment là dans son cas. Mais c'est ça, il y a quand même certains points d'interrogation ici. Ça conclut notre première ronde, mais il y a quand même quelques gars très intéressants. Je pense que les 3 prochains, on pourrait peut-être en parler, vu que je sais pas qu'est-ce que t'en penses, là, mais je pense que c'est des gars qu'on avait quand même beaucoup aimés aussi. Puis il y a 2 fils d'anciens NHLers là-dedans, fait que je pense que ça pourrait être intéressant d'en glisser un mot. Mais le prochain n'est pas fils d'un ancien NHLer, c'est Julien Nadeau, qui joue au collège Notre-Dame. 5 et 10, défenseur gaucher, mais qui a joué à droite d'à peu près toutes les games que j'ai checkées. Écoute, Nadeau, c'est un gars que j'ai beaucoup aimé son intensité. C'est un gars qui a beaucoup de chiens. Très bon dans sa propre zone, très bon le long des bandes également. Même malgré qu'il fasse 5 et 10, c'est un gars que même il box out des joueurs devant son filet. Je l'ai même vu là, une game contre Joseph, il essayait de se donner du trouble un petit peu, puis Joseph, on s'entend, il est à peu près 6 de plus. C'est un gars qui a une belle mobilité latérale également, qui a montré des beaux flashs également d'activation offensive puis de jeu de transition. Pas nécessairement le gars avec le plus de flash offensif pour l'instant, mais je pense qu'il y a certains outils pour possiblement développer ce côté two-way-là. Mais sinon, il y a le côté shutdown déjà. Oui, absolument. Moi, je l'ai aimé dans mes quelques visionnements, mais
Tu l'as vraiment adoré à travers nos conversations. Puis je trouve qu'il mérite absolument sa place dans le début de la deuxième ronde. Pendant ce temps-là, ben, t'as Jaden Pominville que les deux, on a vraiment aimé. Ben, on peut... un petit peu... Oh, je les tue pas, Pominville. Mais voyons. Non, ben, c'est moi qui ai mal fait mes affaires, là. Fait que je n'ai pas la slide de Pominville, mais oui, Jaden Pominville, le fils de Jason. De Jason, ouais. Oui. Absolument. Ben écoute, on peut en parler de Pominville, excessivement talentueux, mais il est haut comme 3 Pominville. Ouais. Excellent, Simon. Wow! Je suis pas fier de moi. Parle-nous-en de Pominville. Écoute, je pense que ça a été un de tes coups de cœur aussi. Oui, absolument. Le kid a été une machine. Je veux dire, c'est un gars qui travaille extrêmement fort pour sa taille. Puis tu le vois là, en le regardant que c'est un gars qui va se développer, qui va, tu sais. Il est pas juste 5 pieds. Ben, il est listé à 5 pieds 7. Il a l'air 5 pieds 5. Ouais. Puis tu vois sa photo, puis il a l'air. Non, c'est ça. Il va grandir. Là. C'est ça. Fait que je m'inquiéterais pas trop de ce côté-là. Puis surtout, ce qui est prometteur du côté de Pominville, c'est que en grandissant, ce qui le rend déjà bon va le rendre encore meilleur. C'est un gars avec l'effort du moteur, puis l'intelligence surtout, le long de la bande, qui est très, très promettrice. Puis en plus de ça, tu ajoutes le talent en tant que fabricant de jeu, tu ajoutes la vision latérale de la zone offensive, la capacité à stretcher le jeu latéralement, de jouer est-ouest, comme qu'on dit. T'es un joueur vraiment compétent de ce côté-là. Puis moi, personnellement, je les adore, ce genre de kids-là. C'est un kid qui, encore une fois, il va grandir, il va se développer, puis alors que ça se passe, il va pas perdre les éléments qui le rendent bon. Parce que c'est pas, mettons, les mécaniques de patin qui sont excellentes, mettons, qui le rendent bon. Tu regardes des gars un peu plus, des gars qui vont grandir sur le tard. Je pense par exemple à Owen Pickering. Son patin était très bon quand il était petit, quand il était comme 5 pieds 9, 5 pieds 10. Il a grandi à 6 pieds 4 pas mal en un été. Puis son patin, il a dû le retravailler au complet. C'est pas ce genre de choses-là qu'on va voir avec Pominville. Si son patin est légèrement affecté, ça va pas tant le nuire. Mais ce qui va le bénéficier, c'est d'avoir plus de gabarit, plus de reach. Il est capable de protéger les rondelles de façon plus compétente. Ça va révolutionner son jeu, puis ça va l'aider à vraiment réussir encore mieux. Mais même s'il ne se développe pas autant, s'il grandit à 5 pieds 9, à 170, exactement. C'est ça. Fait que moi, je suis pas inquiet du tout pour Pominville. Il était 40e, je pense, à sa CSR. Nous, on est dans les highs, je pense, sur Pominville, là, mais c'est ça. Je pense que d'un point de vue, c'est ça, justement, créativité, tout ça, ça a été un des stand-outs là, cette année. Là. Ouais. Parfait. Puis le petit dernier, Frédéric Bergeron, fils de Marc-André Bergeron. Puis ce que je trouve très comique, c'est qu'il porte le numéro de Patrice Bergeron. et c'est un attaquant two-way, en fait. Un centre droitier qui porte le numéro 37 avec le nom de famille Bergeron. Mais qui n'est pas le fils de Patrice. Ben, écoute, le fils de Patrice, je pense qu'il y a 12 ans, fait que je pense que c'est un peu tôt, mais on va le voir dans 3-4 ans, là, on verra. Mais j'ai trouvé ça excessivement drôle quand j'ai vu ça. Mais ouais, fils de Marc-André, un des joueurs en fait les plus complets. On a mis son physique à 80, mais tu sais, quand on a fait ces ratings-là, je te disais, moi, dans une des games que j'ai vu, il a fait un des plaqués les plus violents que j'ai vu cette saison dans ce groupe d'âge-là. Écoute, gars excessivement complet, bon sens du jeu. Évidemment, il n'y a pas les outils, pas les outils, mais les soft skills, je devrais dire, donc le handling, le patin et tout ça, que d'autres joueurs classés devant lui ont. Mais je pense que c'est un gars qui est très transposable au minimum sur un bottom 6 au prochain niveau. Puis qui peut développer cette power game-là et peut-être même devenir, c'est ça, un joueur de puissance là, plus tard. Là. Absolument, je pense qu'il a le potentiel pour le faire, mais c'est vraiment son intelligence qui mène la plupart de son jeu. C'est un gars extrêmement intelligent. Puis encore une fois, c'est un autre centre à 2 volets, on en a beaucoup dans ce groupe-ci, mais pour moi, il se démarque vraiment par son intelligence. C'est un gars qui joue les situations extrêmement bien. Il va pas nécessairement torcher en zone offensive puis faire des excellentes feintes et tout ça, mais c'est un gars que constamment il est dans les bons endroits, constamment il est en train d'interrompre des jeux offensifs de l'autre équipe très confortablement. Puis il prend des excellentes décisions dans les 3 zones. C'est ça que tu veux d'un centre, puis c'est ça qu'il fait excellemment. Fait que moi je l'aime bien.
Excellemment. C'est un mot, ça, hein? Je sais pas. Fait que c'est ce qui conclut notre première ronde avec 3 mentions honorables. En fait, les 3 joueurs suivants notre première ronde. Là. En fait, je pense des gars qu'on aurait très bien pu glisser dans notre première ronde si la première ronde était plus longue un petit peu. Si les gens veulent lire en fait la suite des choses, c'est disponible sur le site d'Elite Prospects et comme je disais, nos rapports de visionnement sont également disponibles là-bas. As-tu quelque chose à plugger de ton bar, Adi? Écoute, je pense qu'on a fait le tour. Là. Moi, j'ai hâte à mes vacances, puis j'allais en profiter pour un bout en Ontario, ça va être le fun. Mais non, j'ai deux petits projets qui me restent à faire avant la fin de la saison. Gardez un œil sur le site YouTube d'Elite Prospects pour avoir nos pensées sur des excellents joueurs du repêchage de la LNH. Ça va être le fun. Oui, d'ailleurs, tu as fait un excellent article sur Justin Carbonneau. Si les gens, vous n'avez pas vu ça encore, je vous invite à aller voir ça. Justement, une des vidéos, ça va être Justin Carbonneau. Je ne voulais pas vendre la bêche, mais excellent. Écoute, merci beaucoup pour ton temps, Adi, puis merci tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode spécial. Si ça vous a plu comme format, écrivez-le en commentaire. Peut-être qu'on pourra refaire ça. Puis merci beaucoup. Puis à la prochaine. Merci.